si t'es sur TikTok jusqu'à 1h du matin et que t'as le sommeil qui est flingué, que t'es mal hydraté, que tu manges que des trucs ultra transformés, un système dopaminergique complètement éclaté, faut revoir les priorités quoi. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être que toute cette histoire de sommeil, rythme circadien, approche encore plus large, holistique, quoi, ça a vraiment son importance. Si par exemple tu te lèves le matin, t'as pas besoin d'une technologie pour te dire que tu vas bien ou pas. Si tu te sens pas bien, tu le sais tout de suite. Par contre, mardi dernier, tu te souviens pas. Et là, si vraiment on devient dépendant des technologies pour nous indiquer un peu notre forme du moment, on va se dire, mais là, l'affûtage se passe pas du tout comme il devrait se passer, alors que c'est pas du tout comme ça. Bon bah on est live, on va parler d'un sujet intéressant aujourd'hui. On avait dit qu'on creuserait un petit peu sur la notion de blessure et au final ce que ça renvoie sur l'équation de la capacité de la contrainte. Tu veux commencer un peu à... Ouais, bah déjà dire que je pense que tout le podcast va parler indépendamment de si on parle de blessures chroniques, sursollicitation, overuse, injury, c'est-à-dire vraiment de la répétition de contraintes qui au fil du temps mène à une blessure, ou aussi de l'aigu, tout simplement de l'aigu, ou par exemple, je sais pas, une blessure aux ischio-jambiers, ou un claquage, peu importe. Là, on va pas forcément faire de distinction, par contre, on va reprendre le principe central qui est un déséquilibre entre la capacité d'un tissu et la charge qu'il subit. Mais au final, ça, c'est un résumé qui est un peu trop simple, c'est-à-dire que au final, la seule chose que tu peux dire, c'est soit tu diminues les contraintes ou soit tu augmentes la capacité, mais c'est hyper large, et en tant que praticien ou même athlète, nous, on est censé être capable de voir tous les autres paramètres et être capable de les moduler et de les adapter, quoi. Ouais, alors du coup, la blessure, on pourrait la définir par, comme tu disais, ce déséquilibre entre la capacité et la contrainte. Et justement, quand tu te blesses, de toute façon, quelle que soit la blessure, que ce soit une blessure aiguë ou une blessure chronique, donc qui a lieu sur une répétition de contraintes, et pas une grosse contrainte qui est très importante, c'est toujours capacité inférieure aux contraintes. Donc soit, en fait, c'est parce que la capacité est trop basse, soit c'est parce que la contrainte est trop élevée, ou alors c'est les deux. Mais c'est toujours ça, l'équation de base d'une blessure, c'est parce que la capacité n'a pas matché les contraintes. Maintenant, là où on va vouloir creuser un peu plus, c'est que, évidemment, c'est pas si simple, parce que maintenant, tu vas te dire, ok, si je me blesse parce que la capacité est plus basse que les contraintes auxquelles je fais face, à ce moment-là, il va falloir augmenter la capacité et diminuer les contraintes. Mais qu'est-ce qu'on appelle capacité ? Qu'est-ce qu'on appelle contrainte ? Parce qu'il y a des sous-composantes, justement. Alors, moi, je vais prendre l'exemple et je vais tricher parce que je connais pas encore tout mon truc et j'ai fait des notes. Mais moi, je vais prendre l'exemple de la course à pied, puis après, on pourra prendre d'autres exemples, que ce soit sur les blessures. Je crois que c'était les ischio-jambiers dont tu m'as parlé, ouais. sur les ischio-jambiers, sur la partie proximale. Mais c'était vraiment pour... j'ai utilisé ce schéma, je l'ai fait en réel, c'était un Bertelsen en 2017. Et ils avaient fait un schéma sur les blessures et l'étiologie des blessures. Et ils avaient fait différentes sous-composantes qui te permettaient de comprendre pourquoi, soit en aigu ou soit en chronique, tu te blessais. Et en gros, ce schéma, et j'essaierai de le résumer pour pas que ce soit trop long. Mais en gros, ils sont partis du principe que dans une séance d'entraînement, donc l'athlète qui décide de rentrer dans sa séance d'entraînement, déjà la capacité de la structure, donc de son tissu, de son muscle, de son tendon, de son cartilage, de son os, peu importe, y a comme une certaine réserve à l'entrée de la séance. Et cette réserve-là, elle est influencée, et tu en parleras par la suite, mais par les entraînements précédents, si tu as fait quelque chose la veille, si tu as fait quelque chose 2 jours avant qui était relativement intense, donc au final la période de récupération que tu as entre deux séances. Également l'alimentation, parce que l'alimentation c'est aussi une manière d'augmenter un petit peu la capacité, en tout cas la capacité de charge au global. Également les blessures récentes, parce que si tu as eu une blessure à une articulation, tu es souvent plus à risque. Le sommeil, l'âge, la génétique, etc. Donc ça c'est ta capacité de base que tu as au niveau d'un tissu quelconque. Et ensuite tu vas rentrer dans ton activité, et moi j'ai pris la course à pied parce que c'est quelque chose qui me parle. Et si on voulait vraiment spécifiquement parler de la blessure à course à pied, on pourrait se dire, dans une séance d'entraînement,
quand on fait de la course à pied, on a une certaine fréquence gestuelle, donc un certain nombre de pas qu'on accumule sur une séance, entre 5 et 15 000 suivant les séances souvent. Donc on a une magnitude de charge, c'est-à-dire une quantité de charge qu'on met sur chaque pas, et ça on le multiplie par le nombre de pas. Donc ça, pour vraiment préciser cette notion de capacité et de contrainte, la contrainte ici, ça va être un nombre de pas associé à une magnitude de charge à chaque pas. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça, parce que la biomécanique, c'est-à-dire la technique de course, va aussi influencer la manière dont la charge est distribuée sur le squelette. Et ça, on en reparlera sur le sprint. Mais si, par exemple, on a une attaque au niveau du sol avant-pied, médio-pied, on sait qu'on va plus contraindre la loge postérieure, le mollet, le tendon d'Achille, etc., plutôt qu'une attaque sur le talon. Donc, encore une fois, on pourrait se dire, bah oui, la blessure, c'est capacité contrainte, capacité tolérance, etc. Mais au final, même pas, parce que la biomécanique peut influencer la capacité de charge. Donc, je vais pas forcément rentrer encore plus loin dans le schéma, mais il y a une charge cumulative par session d'entraînement, évidemment. Et si tu récupères pas assez entre deux séances, et c'est là où le chronique, ou la blessure chronique va prendre place. Mais je trouvais ce schéma hyper intéressant parce que il te permettait de nuancer un petit peu cette équation qui était simple. Et évidemment, après, il y a plein de choses. Par exemple, la magnitude de charge sur chaque pas, elle va être influencée par le poids de la personne, la vitesse de course et même le terrain. Mais tout ça pour dire que cette notion-là, elle est à nuancer. Et je crois que tu voulais repartir sur les facteurs qui influençaient plus externes, comme l'alimentation, blessures récentes, etc. Ouais, alors, de quoi la nutrition, l'alimentation, tout ça? Sur les facteurs qui influençaient l'entrée dans la séance, non? La capacité? Ouais. Ouais, du coup, oui. Moi, ce que je vois en fait dans cette équation de capacité et de contrainte, c'est que dans la capacité, il y a des sous-composantes, tu vois, alimentaires, sommeil, bio, psychosocial. Enfin, il y a un peu un ensemble. Et de l'autre côté, du côté contrainte, il y a l'aspect purement biomécanique, comme tu disais, la distribution des contraintes en fonction de la technique, si on parle de la technique de course. Mais c'est même pas que la technique de course, je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres mouvements. Le sprint, par exemple, c'est un bon exemple. Tu vois, si tu, en fonction par exemple, de le pelvic tilt, comment tu dis en français? Je sais plus. C'est la rétro, non? Ouais, antéversion. La rotation du bassin, quoi. Ouais, je sais plus comment on dit en français. Le pelvic tilt. C'est rétroversion et antéversion. Ouais, voilà, antéversion et rétroversion. Si t'es, par exemple, si on prend cet exemple du sprint, si t'es en antéversion ou en rétroversion du bassin, tu vas pas mettre les mêmes contraintes sur les ischios. On sait notamment que sur le sprint, il y a des contraintes énormes au niveau des ischio-jambiers. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il y a le plus de lésions aux ischios. Mais d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est à la fois le remède et le poison. Parce que c'est hyper important dans une réhab de remettre du sprint à un moment donné pour vraiment être prêt à revenir dessus, sur une lésion ischio-jambier par exemple. Mais en même temps, il n'y a rien qui est plus contraignant pour les ischios que de faire un sprint. Parce que tu as des grosses contraintes excentriques à vitesse élevée, etc. Et justement, en fonction de la position de ton bassin, si tu es en antéversion ou en rétroversion, tu vas mettre plus ou moins de contraintes sur les ischios et par exemple l'insertion proximale. Si tu es en antéversion, si tu cours en étant vachement antéversé au niveau du bassin, forcément tu vas venir étirer l'insertion haute, l'insertion proximale sur la tubérosité sciatique et forcément tu vas mettre davantage de contraintes tensiles, donc d'étirement et compressives à cet endroit-là. Donc ce qui peut mener éventuellement à cette antéversion du bassin peut mener à une lésion au niveau de l'anthèse, une anthésopathie, une tendinopathie insertionnelle ou pas forcément insertionnelle, ou carrément une lésion myoaponévrotique, mais plutôt au niveau de la jonction myotendineuse ou ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant déjà de se dire que sur la plupart des mouvements, la façon dont on va l'exécuter, la technique qu'on va adopter va orienter les contraintes et comment on va distribuer les contraintes en fait sur le mouvement. Et ça déjà, je pense que en termes d'application pratique sur de la réhab, aussi bien en préparation physique qu'en réhab, c'est intéressant parce que tu vois souvent il y a cette notion
de bons mouvements, de mauvais mouvements, etc. Mais en réalité, tu te dis que si tu as une contrainte parce que tu es blessé, tu peux très bien adapter un mouvement et modifier en quelque sorte un peu la gestuelle pour être capable de le faire sans que ce soit douloureux. Moi, je pense par exemple, je prends mon cas personnel, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de deadlift, de soulevé de terre. Et j'avais des douleurs un peu, alors je ne m'avancerai pas jusqu'à dire que c'est une tendinopathie proximale des ischios, mais des douleurs insertionnelles sur l'insertion des ischios, donc vraiment au niveau de la fesse. Et ça tire vachement en flexion de hanche, genou tendu, enfin quand tu viens étirer les ischios. Et en fait, tu te rends compte qu'en faisant tes soulevés de terre avec une rétroversion de bassin et du coup une flexion lombaire un peu plus prononcée, tout de suite tu peux faire ton deadlift sans avoir mal et en étant progressif. Et tu te dis que finalement la biomécanique, dans cette équation de blessure, même en réhab, jouer sur la technique, jouer sur la bioméca, ça peut te permettre de distribuer les contraintes et de créer une logique de progressivité. Tu vois, moi c'est comme ça que je vois le truc, où je me dis, bah tiens, au début, j'arrive pas à tolérer un deadlift avec une grosse antéversion et du coup un gros étirement à cet endroit-là, donc je vais le faire un peu plus rétroversé en flexion lombaire et petit à petit aller davantage vers la contrainte. Donc je pense que j'ai pas parlé de ce que tu voulais Non, au départ. non, mais en fait, après, j'ai plein d'idées. Mais au final, oui, tu pourrais te dire, mais même si par exemple, au lieu de toujours manipuler l'externe, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai mal en grande flexion de genou, du coup je fais un box squat ou etc. En fait, t'as juste à manipuler un petit peu l'articulaire pour modifier les contraintes et les contraintes sur les muscles. Mais même sur du mouvement, comme je reprends la course à pied, mais tu vois, le papier de JB Morin sur la cinématique chez les sprinters, et en fait, ils ont montré ils avaient fait un protocole, je sais plus c'était sur combien de semaines, et ils avaient fait ce qu'ils appelaient des drills en gros. Mais voilà, entre nous, c'était juste purement des exercices de mobilité en end range, en fin d'amplitude, justement, pour essayer de retravailler, de rechanger un petit peu la cinématique. Et en fait, ils se sont aperçus qu'on pouvait remodifier un peu ces facteurs biomécaniques. Et après, ils ont fait la conclusion, du coup, que la blessure et cette espèce d'équation entre capacité et charge, ça expliquait pas tout et qu'on pouvait aussi manipuler les facteurs biomécaniques. Alors, moi, je pense qu'il faut pas trop pousser ça non plus parce que, tu vois, ils ont refait une autre analyse cinématique, mais là, en fait, ils ont fait pas sur du sprint à intensité maximale, mais sur de la réitération de sprint. Et ils ont vu qu'en fait, l'effet fatigue influençait les positions articulaires et la biomécanique. Et donc, en fait, naturellement, tu vas rentrer dans cette espèce de compensation naturelle que tu as. Et du coup, ce changement d'organisation des positions articulaires. Et du coup, d'ailleurs, pour en revenir sur le podcast qu'on a fait sur l'entraînement à l'échec, des fois, c'est pas une mauvaise idée en fait d'aller chercher les compensations naturelles qu'on est en train de faire et de travailler sur des cinématiques qui changent pour justement essayer d'être plus résilient dans ce changement quoi. De toute façon, c'est des compensations naturelles comme tu dis, genre c'est une auto-organisation de ton système nerveux quoi, un peu. Si on fait le lien avec la loi des la théorie des systèmes dynamiques où ton système nerveux cherche à s'auto-organiser en fonction des variables qu'il a à disposition, et forcément si tu diminues au cours d'un effort, sur un effort long, en tout cas répété, comme tu dis en course à pied ou sur une réitération de sprint, si tu as avec la fatigue justement une baisse de la capacité progressive, tu vas devoir t'auto-organiser au niveau de la bioméca, tu vas devoir changer comme tu dis les positions articulaires, etc. pour continuer de faire le mouvement externe, réaliser la tâche et atteindre le résultat voulu par tous les moyens quoi. L'output et d'ailleurs on peut faire le lien avec la mobilité parce que si t'as pas accès à certaines positions et du coup à certaines amplitudes articulaires, t'as moins de variabilité dans le mouvement, t'as moins d'options à partir desquelles ton système nerveux il peut s'auto-organiser pour faire face à cette baisse de la capacité et à l'émergence de la fatigue. Et du coup, ça c'est intéressant, tu vois, j'y avais même pas pensé. Bah oui, mais sur le papier de JB Morin, en gros, ils ont vu que
en fait, après intervention, ils sont passés d'une position où tu étais plus en antéversion, donc tu avais une contrainte plus élevée sur la partie proximale des ischio-jambiers. Et après protocole, en gros, ils ont fait, voilà, ils ont retravaillé au final de la mobilité, enfin ce qu'on considère comme de la mobilité. Et après, ils ont retrouvé un schéma plus avec de la rétroversion, et du coup, la longueur musculaire des ischio-jambiers changeait forcément. Et du coup, bah, tu avais moins de contraintes. Mais effectivement, tu pourrais te dire, bah du coup, il y a quand même un intérêt d'être capable d'avoir du contrôle et de la force, que ce soit à grande longueur ou à longueur normale, en fait. Parce que finalement, à un moment donné, tu vas probablement compenser et repasser en légère antéversion et avoir une contrainte sur la partie proximale des ischio-jambiers. Donc, et ce qui était marrant, c'est que ils ont fait des exercices qui étaient vraiment un peu en fait, de la contraction. Il me semble qu'il y avait de la contraction ISO en N-range. Enfin, c'était vraiment très axé, essayer de choper du contrôle sur les amplitudes qu'on maîtrise pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'on voulait aborder aussi plutôt l'aspect capacité. On n'a pas parlé de... Oui, alors tu as parlé de la réitération d'un effort qui fait qu'on diminue la capacité et que derrière notre système s'organise au niveau bioméca pour quand même faire face à la contrainte. Mais ouais, je pense qu'on n'a pas trop abordé aussi les autres facteurs qui jouent sur la capacité, mais des facteurs vraiment externes pour le coup, les facteurs de récupération, tu vois. Forcément, alors ça très rapidement, hein, parce que je pense pas qu'il va y avoir besoin de détailler beaucoup, mais forcément, si t'as pas, par exemple, il y a plusieurs choses, les piliers, là, le sommeil, la nutrition, l'hydratation, le stress psychosocial, donc avec évidemment je sais pas, le stress professionnel, les aspects relationnels, etc. Enfin, tout ce qui va entourer dans ta vie, tout ça, c'est un stress mine de rien, sur ton système nerveux et plus largement tous tes systèmes physiologiques. Et forcément, ton corps, il doit faire face à ça. Si par exemple, je prends un exemple extrême, mais si tu dors 4 heures par nuit, que tu manges que des trucs ultra transformés, que l'apport calorique n'est pas adapté à l'entraînement que tu as, aux objectifs que tu as, que tu es mal hydraté, que tu es stressé à mort, les examens, le travail et tu viens de rompre avec ta femme. Bon, je pense que dans ce cas-là, tu vois, la capacité, elle doit pas être ouf. Et forcément que ça a un impact sur ton système, parce que faut pas oublier que même si on parle beaucoup de tissu, de capacité de tissu, etc., on peut pas se résumer à une capacité tissulaire. Et au final, on est quand même... l'être humain, ça reste quand même un système complexe, où il y a énormément de variables qui interagissent. Et donc forcément, même ces choses-là ont un impact. Et ouais, tu peux très bien te blesser par effet de compensation, mais aussi parce que tu as des facteurs externes qui ont diminué ta capacité globale à faire face à de la contrainte. Ouais, mais je pense que c'est hyper intéressant de souligner ça parce que je pense que même si des fois les facteurs environnementaux sont non optimales, c'est-à-dire, enfin moi dans les sports d'endurance j'ai déjà vu par exemple de la nutrition pas du tout adaptée, des fois du sommeil qui était hyper impacté, mais en fait ça reste quand même une question de capacité de charge et au final si tu as une charge d'entraînement qui est assez adaptée, même si les facteurs environnementaux ils sont pourris entre guillemets, tu peux passer à côté quoi. Mais c'est non optimal quoi. Parce que au final, et comme je le présentais dans le schéma tout à l'heure, mais la capacité d'un tissu à l'entrée d'une séance d'entraînement dépend aussi de ce que tu as fait la veille, ce que tu as fait l'avant-veille. Donc là, il y a aussi une notion de capacité de charge de base en fait, de ce que tu es capable de réitérer dans la semaine, dans le mois, dans les années ou quoi. Et ça, c'est directement lié à la récupération, que ce soit nutritionnelle. Après, bon, faut pas forcément partir super loin là-dedans, mais être conscient au moins de ça, et également du sommeil, qui est probablement même peut-être plus important que la nutrition, de mon point de vue. Oui, c'est Et clair. après, tous les autres facteurs, quoi. Bah, d'ailleurs, il y a Matthew Walker si tu connais pas Matthew Walker, qui est un des plus grands chercheurs scientifiques sur la question du sommeil, et qui a écrit un bouquin hyper intéressant, là, Pourquoi nous dormons. Et je crois qu'il a même son propre podcast, mais en tout cas il y a pas mal de podcasts sur YouTube dessus, où justement lui il voit vraiment ça comme le pilier fondamental de la vie, où genre tout s'organise à partir de ça.
Et même c'est petit aparté comme ça, mais ça me revient à l'esprit, où il disait la question, ça devrait pas pourquoi nous dormons, mais pourquoi sommes-nous éveillés. Donc tu vois à quel point le sommeil est important. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si tu as un sommeil de mauvaise qualité, tout ce que tu feras dans ton état d'éveil, il est forcément détérioré. Donc ça, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, ou qu'on peut prendre à la légère, mais qui a un impact énorme. Bah, on a tendance à. Surtout, enfin, en tout cas, moi, à chaque fois qu'on me pose cette question-là en story, on répond, j'ai toujours tendance, et je trouve que la réponse, elle devient vraiment bateau, en mode, bah, ouais, déjà, check les piliers de la récupération, mais en fait, c'est tellement vrai, tellement simple à Ouais. dire, mais tellement vrai, que vraiment, les gens devraient personnellement approfondir, en tout cas, ces sujets-là, mais vraiment considérer que même si on a une approche, en tout cas, moi, j'ai une approche beaucoup par la capacité, mais il faut vraiment checker les facteurs environnementaux, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que si tu t'intéresses plus au nouveau TerraGun pour les La massages gun, crossball. alors que tu es sur TikTok jusqu'à 1h du matin et que tu as le sommeil qui est flingué, et un système dopaminergique complètement éclaté, c'est sûr que là, il faut revoir les priorités, quoi. Il y en a qui... Ouais, c'est vrai que faut vraiment voir ces piliers-là, la nutrition, l'hydratation, le stress psychosocial, etc. Et rien que des fois, en améliorant ça, ça débloque plein de choses, parce que les gens, ils y pensent pas, ils voient que l'aspect entraînement, mais des fois, il y a tellement de choses sur lesquelles améliorer dans le lifestyle à côté, quoi. Sans pour autant se mettre une pression de malade. Après encore, ça dépend aussi des enjeux, puis de qui on parle, mais forcément, si tu as une grosse échéance et que tu es à plus haut niveau, euh, si tu es vraiment un athlète à plus haut niveau, tu dois forcément Ça maîtriser devient- ces paramètres-là. Après, C'est un évidemment, métier, ouais, après. ouais, c'est autre chose. Mais juste dernier exemple pour essayer d'illustrer un peu à quel point, parce que c'est vrai que d'extérieur on se dit ouais ouais ça influence, mais à quel point ça influence. Et petite histoire, mais j'avais fait une réhabilitation pour une athlète et qui était partie à l'étranger. Et il y a eu un jet lag classique, Ouais. quoi. Il y a eu 6 heures, je crois que c'était ça, ouais, 6 heures de décalage. Et en fait, il y a eu une élévation, et ça, c'est encore un autre sujet, hein, le sujet de la douleur, mais il y a eu vraiment une élévation des symptômes qui était extrêmement significative. Et moi, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu le jet lag en tant que premier responsable, on va dire. Mais je suis quasi persuadé, parce que ouais, dans les jours suivants ou quoi, ça s'est vraiment calmé, les symptômes commençaient à se dissiper, quoi. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être que toute cette histoire de sommeil, rythme circadien, approche très encore plus large, holistique ou quoi, ça a vraiment son importance. Et puis voilà, même autre que Mm. cet athlète-là. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive des fois de voir que je peux pas tolérer autant, que ce soit la tolérance même à la douleur, à la fatigue, sur une séance d'entraînement, ou même des douleurs musculaires, quoi. Donc, c'est vraiment essayer de cultiver cette approche large, et pas seulement, pourtant Dieu sait qu'on le fait, mais pas seulement définir la blessure comme un déséquilibre entre la capacité et, le, Voilà, et la charge, quoi. ça permet de bien se représenter le truc, d'avoir cette équation en tête, mais c'est toujours plus complexe. Après, forcément, derrière, si vraiment tu veux tout optimiser, ça veut dire qu'il faut tout monitorer. Faut voir le Et sommet. encore, tu pourrais très bien te dire, bah franchement, à tout monitorer, la charge cognitive et psychologique que tu prends, elle est peut-être Ouais, il y a l'effet contre-productive. inverse. Bah ouais, Je moi, sais plus. Ouais. et ça a déjà, enfin, ça a déjà été montré, c'est qu'au final, quand tu utilises pas mal de technologies parce que maintenant tu as plein de choses, quoi. Tu peux mesurer le HRV n'importe où avec les montres, tu peux T'as ton avoir Oura des Ring ouais, tu peux avoir des indicateurs de partout, quoi. Mais au final, tu te dis que c'est seulement une surcharge cognitive, et est-ce qu'au final, ce serait même pas contre-productif, tu Mais vois? je crois qu'il y avait, alors je sais plus comment ça s'appelait, l'effet, je sais plus, il y avait un nom, mais quand par exemple c'est comment, le Whooper, Ouais, le, bah le whoop, ouais, ouais, c'est le bracelet, ouais. le Whooper, je confonds avec autre chose, mais le Whoop, le Whoop, t'as le Whoop ou t'as le Oura Ring, ou d'autres outils, et en fait le matin tu te lèves et tu te préconditionnes en te disant, ouais, si je vois que sur l'appli
ils me mettent tu sais, on me met que j'ai un mauvais score et qu'aujourd'hui je suis flingué et que je devrais freiner, ça va t'impacter encore plus psychologiquement. Et si t'as pas un bon score et comme quoi il te dit que ça va, entre guillemets, ça va bien, bah tu vois, ça peut démultiplier les effets et au final, cette technologie, elle peut avoir un effet délétère là-dessus, quoi. Ouais. Ou même si tu mesures la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, comme quoi, ça c'est intéressant d'ailleurs, comme quoi il faut pas s'intéresser à la mesure day to day, donc, La tendance, ouais. mais plutôt à la tendance. Ouais. Moi, c'est ce que je dis à tous les athlètes qui utilisent le HRV. C'est déjà de pas monitorer l'entraînement en fonction du HRV, ce qui est d'ailleurs contre-intuitif parce que bah on a quelques papiers qui montrent que tu peux faire l'entraînement guidé par le HRV et que c'est quasi similaire ou quoi. Mais moi enfin, je recommande vraiment pas de ça, je préfère avoir pour le coup une bonne planification et puis suivre assez bien la planification mais d'observer vraiment la tendance, c'est-à-dire que si un jour tu as une variabilité et puis même si tu as eu un sommeil qui était pas bien, je suis pas sûr qu'il y ait une nécessité sur l'aigu comme ça de tout modifier, de tout vouloir modifier. Ouais, je vais modifier toutes les intensités, le volume ou quoi. Je pense que par contre, sur la tendance et sur vraiment le long terme, sur les semaines, les mois, ça peut vraiment permettre d'observer quelque chose. Et si vraiment c'est chroniquement pas dans les normes, là, on peut commencer à s'y inquiéter et faire une stratégie, quoi. Ouais, il y avait un exemple, je sais plus où j'avais entendu ça, mais comme quoi, tu vois, par exemple, enfin, c'est pas pour souligner le fait, enfin, ça a un intérêt bien entendu, plutôt sur la tendance pour le coup, mais en aigu, là où ça a pas trop de sens, c'est que si par exemple tu te lèves le matin, t'as pas besoin d'une technologie pour te dire que tu vas bien ou pas. Si tu te sens pas bien, tu le sais tout de suite. Si tu te sens frais, tu le sais tout de suite aussi. Si tu te poses la question, tiens, ce matin quand je me suis levé, est-ce que j'étais frais ou pas, est-ce que j'étais en forme, tu vas le savoir. Par contre, mardi dernier, tu te souviens pas. Et c'est là que ça peut être intéressant d'avoir ce monitoring pour évaluer les tendances, parce que bah, tu te souviens plus de comment t'étais il y a une semaine. Il y a une semaine jour pour jour, quand tu t'es réveillé, tu te souviens pas. Mais pour le coup, si tu as ces outils-là, ça peut être intéressant de monitorer la tendance pour, pour être sûr, pour vraiment changer ton entraînement pour le coup en fonction de cette tendance. Et que si, enfin là on parlait de VFC, mais ça peut être autre chose, si tu as, un sommeil de mauvaise qualité, une VFC qui va pas forcément dans le bon sens, pour le coup tu vas adapter peut-être ta planif ou ta charge d'entraînement en fonction de ces tendances-là. C'est ce que tu fais toi avec... Ouais. Après, moi, ouais, vraiment, je l'utilise de manière chronique sur le très long terme et j'essaie d'observer un peu la tendance. En tout cas, pour moi. Après, pour les athlètes, j'avoue que je n'utilise pas. Ok. J'utilise pas. Mais voilà, je connais l'avantage du HRV, de la VFC, mais j'en connais aussi les limites. Et là, pour donner un petit exemple par rapport à ça, mais le profil autonomique, donc le profil du système nerveux, par exemple pendant un affûtage, donc l'affûtage c'est la période pré-compétitive en gros où on va commencer à diminuer la charge d'entraînement pour avoir une forme qui s'élève, donc une performance qui s'élève, et en fait on observe que suivant les personnes, le HRV peut être très positif, donc avoir un HRV très élevé, une grosse variabilité, comme il peut être super bas. Et là, si vraiment on devient dépendant des technologies pour nous indiquer un peu notre forme du moment, on va se dire, mais là, l'affûtage se passe pas du tout comme il devrait se passer. Du coup, je vais changer mon volume, mon machin ou quoi. Alors que c'est pas du tout comme ça. Encore une fois, il faut vraiment observer la tendance d'un outil et le remettre dans le contexte global. Et là, le contexte, dans ce cas-là, c'était l'affûtage. Et faut se dire que l'affûtage, ça reste une période qui est très rare dans l'année, quoi. Il n'y a pas non plus 10 000 affûtages. Et ça, c'est pas une bonne représentation de ce qui se passe de manière chronique, encore une fois. Donc voilà, c'était juste pour Ouais, pour dire ça. je pense qu'on a fait, je sais pas si on a fait le tour autour de ces notions Non, mais je pense que de c'était bien, capacité. c'était un sujet qui est... Enfin, une bonne base, en fait, une bonne base pour... si on fait des podcasts sur les blessures, etc., toujours être Revenir capable là-dessus, de ouais. revenir un peu sur cette notion-là, quoi. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour et qu'on va s'arrêter là pour ce podcast. Tu veux conclure sur quelque chose? Non, pas vraiment. Juste voilà, dire à l'audience, s'il y en a qui nous écoutent au moins jusque-là,
de mettre un commentaire, d'exposer les thématiques qui pourraient t'intéresser. Pose Et des puis, questions aussi, ouais. ouais, poser des questions parce qu'on fera sûrement des Des formats avec des réponses aux questions. Et puis sinon, Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans le prochain dans le podcast. prochain podcast.